Le cercle RH pour parler de l'IA générative. Alors, on en parle sous toutes ses coutures, sous tous les angles. Là, on va s'intéresser aux enjeux de l'ennui. Bah oui, est-ce qu'on va s'ennuyer parce que l'IA sera présent dans nos métiers et qu'on va perdre une partie de notre métier, de notre poste, et donc on va terriblement s'ennuyer. C'est peut-être un peu plus compliqué. On en parle avec mes invités. Marie-Claude Chazot, ravie de vous accueillir. DRH d'Inetum, ESN, donc des collaborateurs, des ingénieurs, des techniciens sur l'IA, la tech qui vont se déployer dans les entreprises, chez vos clients. Ils sont 8000 en France. 8000 en France, 28 000 au niveau du groupe. Ont-ils le temps de s'ennuyer ? On vous posera la question parce que évidemment, eux déploient de la tech et de l'IA chez leurs clients. En tout cas, merci d'être avec nous. Étienne Lecoeur, cofondateur Les Enthousiastes. Ravi de vous retrouver. Vous allez nous présenter une étude justement sur l'impact de l'IA dans tous les métiers, tous les secteurs, impactés différemment. On va, j'en suis sûr, en reparler. Christophe Conceição est avec nous. Bonjour Christophe, directeur pédagogique de Maria Schools. Alors c'est une grande marque chapeau dans laquelle il y a des écoles. Plusieurs écoles, effectivement. 3 écoles et une marque B2B également. Tech. Tech et compétences douces, soft skills, effectivement. Et soft skills. Exactement. Merci d'être avec nous. Caroline de Senneville m'accompagne dans chacune de ces émissions. Alors, elle vient travailler, elle prépare l'émission en amont pour aussi nous apporter des éclairages, des chiffres qui sont intéressants. Caroline, journaliste, décideur RH, évidemment. Vous commencez par un chiffre qui est assez intéressant parce que je pense qu'il va créer le débat. Oui, on est à peu près à 28% des emplois dans les pays de l'OCDE qui pourraient être automatisés par l'IA. Autre chiffre peut-être aussi intéressant, selon le World Economic Forum, il y aurait 92 millions d'emplois qui vont être potentiellement déplacés par l'IA d'ici 2030, mais 170 millions de nouveaux emplois devraient être créés aussi grâce à l'IA. Il faut bien rajouter ceux qui vont être créés, parce que quand on a les chiffres bruts, là je me tourne vers la DRH parce que c'est intéressant, il y a, sur le premier chiffre de Caroline, est-ce que vous êtes confronté vous aussi à ce sujet ? Parce qu'à la fois vous déployez des outils technologiques, de tech, puis en même temps vous êtes une entreprise très grosse, où forcément votre COMEX, on vous dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire certains emplois, de le réorganiser ? Comment ça se vit à l'intérieur d'une boîte qui elle-même porte ce sujet ? Alors, je dirais que au sein d'Inetum, on a une tagline, si je peux l'appeler comme ça, qui est Let's make tech right. Et la manière dont on souhaite la déployer et la mettre en œuvre, c'est clairement autour de 2 piliers. La technologie au service de l'humain. Donc, pour revenir sur votre question, on ne voit pas encore d'impact direct dans la magnitude des chiffres que vous abordez aujourd'hui. Par contre, on se prépare en interne pour être prêt demain et faire face au challenge que ça va poser, à la fois sur un angle interne, qui est celui de l'accompagnement des collaborateurs, et je pourrais vous expliquer comment, et évidemment dans l'identification des cas d'usage pour nos clients et la manière dont on les parce que parfois les ESN testent chez eux le use case pour ensuite le déployer chez leurs clients en disant « nous on l'a fait et ça marche ». Comment vous regardez ce sujet ? Parce qu'on voit quand même dans le chiffre de Caroline, c'est 30%. Le premier chiffre que vous évoquiez. Entre 28 et 30%. 30% d'emplois qui vont être quoi ? Automatisés, pour ne pas dire supprimés. Comment vous regardez ce sujet, vous, chez les enthousiastes ? Alors avec beaucoup de pragmatisme, Arnaud, et on rejoint d'ailleurs les chiffres cités par Caroline. Nous, ce qu'on mène comme étude donc depuis 2 ans avec KPMG, notre partenaire sur Trends of AI, cette étude que vous citez, c'est des recherches de fonds qui observent de manière très pratique et pragmatique l'impact de l'IA sur les métiers. Le chiffre, nous, c'est plutôt 20% des tâches, des 8 grandes fonctions et structures de l'entreprise qui pourraient être automatisées à horizon 3 ans. Les DRH n'y échappent pas. Les DRH n'y échappent pas et personne n'y échappe en réalité. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Après, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est la manière dont on utilise l'IA. Nous, on voit grosso modo 3 grandes catégories, parce qu'en fait, on cite beaucoup de chiffres assez, je dirais, déboussolants. Anxiogènes. Peut-être anxiogènes, en tout cas, et qui sont difficiles à se représenter tellement ils sont importants et tellement ça va vite. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec cette étude annuelle, c'est d'adopter un rythme lent, assumé, pour regarder les choses de manière assez apaisée. Donc se dégagent 3 grandes catégories d'usage de l'IA en entreprise. La première catégorie, on va dire, c'est celles et ceux qui représentent les directions marketing, relations clients, qui utilisent at scale, pour parler en bon français comme vous, madame, l'IA, pour intégrer l'IA souvent générative dans les processus de production. Donc là, on va dire, c'est les premiers de la classe, ils sont 2. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui va utiliser les IA vraiment comme des assistants du quotidien. On va dire des super stagiaires qu'il faudra quand même encadrer et à qui il faudra mettre un certain nombre de limites pour cadrer les choses. Ils préqualifient, ils préécrivent. Exactement, ils vont manipuler de la donnée
très souvent sensibles. On va retrouver d'ailleurs les équipes des ressources humaines, de la finance, des achats, de risque et conformité qui vont travailler sur des contrats. Donc là, on manipule beaucoup de données. C'est cette deuxième catégorie d'usage. Et enfin, une troisième catégorie d'usage, ce sont les métiers qui vont vraiment animer et gérer des flux physiques. Donc on va parler de logistique, de supply chain. Et là, l'IA sera plutôt un garde-fou pour anticiper des ruptures de stock. Donc, en fait, il faut replacer les éléments dans le débat, cadrer en fonction des usages d'abord. Christophe, quand c'est ça, on parle de ces écoles, on parle de ces étudiants, parce qu'on parle de salariés qui peuvent être impactés ou pas, ou qui vont risquer de s'ennuyer pour essayer de répondre à la question. On avait un invité la semaine dernière dans notre débat d'actu, un invité qui disait des choses, William Tay, qui disait c'est la fin des bullshit jobs. C'est-à-dire qu'en fait, et là je m'adresse aux écoles qui accompagnent des étudiants, il nous disait, voilà, tous ces jeunes étudiants d'écoles de commerce plus ou moins cotés, qui faisaient les premiers jobs d'assistanat, eux, ils vont disparaître, on les prendra pas. Comment ça se passe, vous, de côté école, la promesse que vous faites à vos étudiants et la manière dont vous les formez? Parce que c'est ça le sujet. Alors, je reviens sur un point qu'a mentionné Caroline, à savoir qu'on peut être un peu déboussolé face à l'ensemble de ces chiffres, et je pense qu'il faut faire la distinction d'abord, tu le disais, entre les métiers et les tâches. Parce qu'en réalité, là où l'IA a le plus d'impact, ce sont sur les tâches, elle recompose le travail. Nous, chez Maria Schools, il s'avère qu'on s'adresse davantage à des professionnels qui sont en entreprise, comme Inetum et d'autres. Et ce qu'on constate, c'est que, pour revenir au titre de la chronique, c'est pas tant l'ennui qu'on voit poindre, mais plutôt un problème de déresponsabilisation. Ces jeunes générations qui arrivent sur des métiers qui sont nouveaux et qui ont l'IA entre leurs mains, il y a un risque de ne pas avoir une maîtrise profonde du métier parce qu'on saute un petit peu toutes les étapes par lesquelles on constitue une réelle expertise. Il y a un risque de perte de sens, de plaisir au travail. Si on note toutes les tâches qui, en réalité, structurent la pensée... Et même de perte d'emploi, je m'autorise. Et de perte d'emploi. Il y a ce danger, c'est qu'à un moment donné, si on n'est plus formé et qu'on n'est plus apte, en passant par chez vous ou par d'autres, on perd son job. Bien entendu, mais la réalité, je pense qu'il faut prendre du recul tout de même sur les jobs qui risquent de disparaître. Ils existent, bien entendu. Il y a des métiers qui sont exposés à être entièrement automatisés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder la réalité de notre travail, qui va être certes remanié. On va devoir repenser les tâches et comment on les délègue à l'IA, celles qu'on conserve, qu'on doit préserver, protéger, et surtout faire attention aussi aux directives que les organisations envoient à leurs salariés qui peuvent générer une vraie intensification du travail, puisqu'on a ce super stagiaire à nos côtés. Et donc, on peut se poser la question de est-ce qu'on augmente le volume de projets qu'on confie à nos salariés ou est-ce qu'on déplace cette valeur ailleurs? Et il y a l'enjeu de la formation aussi. Il y a un baromètre qui a été fait, le baromètre de la formation et de l'emploi par le CSA et Centre Info, qui dit que 53% environ des actifs utilisent déjà l'IA, mais seulement 38% ont suivi une formation. Donc il y a un vrai enjeu sur ça. Et côté ESN, le client va acheter parce qu'il veut améliorer sa productivité, il veut créer de la valeur, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. En même temps, il y a l'acceptation des collaborateurs, puisqu'on en revient au sujet de la formation. Souvent, on dit aux collaborateurs, il y a un projet incroyable, c'est transversal, on va faire tomber tous les murs. Et là, non, mais c'est vrai, tout le monde rit, mais ça bloque. On se dit, oh là 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 là. Et il faut quand même embarquer d'abord l'humain sur ces sujets-là, parce que si on les embarque pas, le projet se fait pas, ou il grippe. Évidemment. Et je voudrais juste rebondir, si vous me le permettez, sur les propos de Christophe, que je trouve très juste. C'est-à-dire que là où on voit un impact de l'IA, c'est sur les tâches. Effectivement, c'est pas sur des postes en tant que tels. Et la question derrière, qui est une vraie question d'organisation, c'est comment vous faites évoluer les rôles pour justement... Ça, c'est votre métier. Ça, c'est mon métier. Et c'est effectivement ce qu'on s'attache à faire chez Inetum. Et pour revenir sur votre notion d'acculturation qui est très, très bonne, nous, on a fait un choix très volontaire en considérant qu'on allait commencer par acculturer, former en interne, en créant dès l'été dernier un centre d'excellence IA qui part de l'existant, qui part des métiers, en identifiant en fait ces fameuses tâches qui généraient déjà de l'ennui, qui étaient déjà répétitives. On leur dit, regardez, on vous allège de ces tâches ennuyeuses. On vous allège de ces tâches-là. Ça, c'est bien vendu, pour le coup. Mais c'est bien vendu parce qu'en fait, il y a un bénéfice immédiat. Et qui permet l'engagement. L'engagement pour commencer à utiliser, à pratiquer. Même dans les entreprises comme la vôtre. Bien sûr. Qui pour le coup, sont en première ligne sur ces sujets, puisque vous avez des ingénieurs, des techniciens, des développeurs. Même là, il faut faire cette pédagogie. Il faut faire cette pédagogie parce qu'on reste une entreprise comme toutes les entreprises. Vous avez les consultants qui ont une appétence technique évidente parce qu'ils sont chez nos clients et qu'ils accompagnent nos clients. Mais on a aussi des fonctions marketing, on a aussi des fonctions RH, des fonctions finance qu'il faut embarquer dans tout cet apprentissage. Et donc, c'est avec eux qu'on commence. On parlera des partenaires sociaux parce qu'ils ont un rôle aussi dans l'entreprise et je trouve qu'eux aussi sont un peu sur le quai pour l'instant en termes de formation.
Mais les salariés qui viennent pour se former, c'est parce que leur RH, leur manager leur a dit écoute, il faut vraiment que tu te formes, ou c'est aussi des gens qui disent il faut que je me scale, parce que si je ne me forme pas, moi-même, quelque part en prenant le CPF, en se débrouillant, j'ai tous les risques dans 5 ans, peut-être même plutôt, de disparaître. Est-ce qu'il y a ce sujet-là qui est posé ? On a tous les profils en fait qui se présentent dans nos programmes également, et je rejoins ce qui a été dit à l'instant, c'est que on va avoir des rapports relatifs au travail qui vont être très différents. Prenez un contrôleur de gestion dans une grande entreprise. Certains contrôleurs de gestion affectionnent particulièrement éplucher des centaines de lignes d'un Excel, d'autres non, et seront bien contents d'allouer ce temps-là à du relationnel, aux équipes métiers, etc. Donc il ne faut pas faire de généralisation, et c'est important de le traiter de façon vraiment bottom-up, c'est-à-dire que tous les salariés doivent avoir leur mot à dire par équipe métier, et de faire ce travail de cartographie. Qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je ne délègue pas, quels sont les arbitrages que je réalise. Et en fait, en formation, effectivement, on a à la fois des profils qui sont sceptiques, réfractaires, qui ont l'impression qu'on leur demande de poser leur cerveau ou qu'on va les remplacer, et d'autres qui sont très appétents. Étienne Lecœur, vous voulez intervenir sur cette question-là ? Oui, l'appropriation, la formation. Je crois qu'aujourd'hui, notamment les jeunes, ont vraiment conscience qu'ils ne vont pas forcément être remplacés en tant que tels dans leur job demain, ou dans le job qu'ils prétendent avoir demain, mais ils seront potentiellement dépassés par celles et ceux qui, dans la même fonction, auront maîtrisé les usages de l'IA. Donc c'est pas une disparition par un coup de baguette magique, c'est plutôt une logique progressive d'un dépassement d'une certaine population qui serait réfractaire par une population qui serait enthousiaste. Étienne, j'entends quand même qu'il faut faire de la pédagogie, de faire preuve de transparence, et je dirais un peu de clarté sur ce qu'on veut faire, parce que l'angoisse, c'est de se dire l'IA est partout, je sais pas comment ça va me percuter. Vous voyez, une forme d'angoisse un peu existentielle. En fait, l'angoisse, on y répond par de la gouvernance. Voilà, tout simplement, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La gouvernance, il y a des centres d'excellence IA qui sont mis en place, qui permettent d'aller voir et de mettre en valeur les best practices de manière un peu des rôles modèles aussi d'entreprise. Il peut y avoir des référents IA transversaux dans l'entreprise. Voilà, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, j'ai envie de dire, qui peuvent être mises en place pour démystifier et favoriser une bonne gouvernance. Mais peut-être un sujet qu'on n'a pas encore adressé. On parle de l'ennui au travail potentiel. Il faut savoir aussi de quel travail on parle. Parce qu'on a parlé des différentes fonctions, mais on a aussi des différents échelons managériaux. Parce qu'en fait, en réalité, celles et ceux dont on parle, qui vont fonctionner à la tâche, ils sont très nombreux dans l'entreprise, et c'est pas du tout péjoratif, c'est une réalité qu'on observe sur le terrain. Dans les compagnies d'assurance, ils sont encadrés par des managers, c'est bien souvent comme ça, et ça je me tourne vers vous madame, qui ne le contredirait pas. Et ce rôle de manager, il fait totalement écho aux enjeux de gouvernance aussi, parce que, et d'ailleurs en mode aussi bottom-up, vous le disiez, c'est-à-dire que on est dans une espèce de logique qui rebat les cartes de la gouvernance au sens large de l'entreprise, mais aussi de la gouvernance de l'IA. Donc il redonne beaucoup de pouvoir aux managers opérationnels pour pouvoir aussi déployer, appliquer et faire de la pédagogie. Les managers, en tout cas, je vous le garantis, ils vont pas s'ennuyer. Ça, c'est sûr qu'ils vont pas s'ennuyer. À la tâche, peut-être qu'on va s'ennuyer, peut-être qu'on va trouver ça redondant, mais les managers, leur rôle est complètement redéfini, les cartes sont rebattues. Tiens, j'ai une DRH à côté de moi, une belle entreprise. On n'a toujours pas résolu, au-delà de la question de l'ennui, qui reste un sujet posé, on n'a pas résolu de savoir si les entreprises commençaient à gagner de l'argent avec l'IA. Parce que ce grand sujet, je veux dire, qui est sur la table, on nous dit, attendez, ça va tout casser. C'est probablement en train de tout casser, mais enfin, vous avez aussi... est-ce qu'on commence à gagner de l'argent? Ou est-ce qu'on en dépense quand même beaucoup, d'abord? Non, En tout cas, les salariés indiquent pour beaucoup que ça aide à améliorer leur performance. Donc, il y a forcément un gain de productivité. Donc, il y a de la productivité. C'est une question qu'on a posée dans notre étude l'an passé, qu'on a reposée cette année, et il s'avère qu'un tiers des sondés l'an passé arrivaient à identifier des poches de valeur, donc du ROI identifiable mesurable l'an passé. On passe à 2 tiers cette année. Donc, il y a quand même une 30% d'évolution sur ce plan-là. Gain de temps. Justification des investissements, donc légitimisation des investissements et potentiel report de ces investissements en année suivante. Gain d'argent, oui, parce qu'en fait c'est du gain de temps. Ensuite, on va aussi identifier la performance. Sur les métiers du marketing, on en parlait. Là, typiquement, il y a des cas d'usage qui sont extrêmement clairs et précis, notamment déploiement de campagnes médias sur les réseaux sociaux. Et là, on va pouvoir mesurer très précisément le temps qu'on a dédié au déploiement de cette campagne. Et le retour que l'on a. Et le retour qu'on a là, en termes d'impression, en termes de notoriété. Et donc là, c'est clairement sur certains métiers mesurables. Relation client, c'est pareil, on va pouvoir limiter le churn. Je n'ose pas parler des journalistes et des communicants. Parce que là, un jour ou l'autre, on sera un hologramme. Je serai un hologramme. Enfin, je veux dire, vous aurez votre avatar. Ça, mon avatar, et la machine sera bien meilleure que moi. C'est pas possible. J'en suis pas sûr. Arnaud, c'est pas possible. La DRH que vous êtes, cette question-là, elle vous impacte parce qu'évidemment, il y a de l'investissement, il y a des use cases, vous investissez, vous testez.
puis après, vous allez probablement le développer. Vous en êtes où, là, sur ce sujet-là ? Là, je dirais qu'on est plutôt clairement dans la phase d'investissement parce qu'il y a 2 axes autour de ça. Je vous parlais tout à l'heure de notre centre d'excellence et de tous les use cases qu'on est en train de mettre en place. Typiquement, on suit les exemples que vous présentez. Donc, on a commencé avec les fonctions juridiques, avec les fonctions achats, avec les fonctions de transformation, évidemment, la RH pour ma partie, pour vraiment aller tester là où on pouvait aller gagner du temps et encourager l'acculturation. L'autre axe qu'on suit, c'est évidemment d'utiliser ces use cases pour nos clients. Donc, c'est une manière détournée de vous répondre. On gagne de l'argent avec les investissements qui sont faits, puisqu'on accompagne notamment un certain nombre de partenaires. Effet miroir, évidemment. Effet miroir sur ce qu'on a pu développer en interne pour nous aider sur les appels d'offres qui sont directement transposables chez nos clients. Également dans le secteur agricole pour commencer à entrer dans une notion de planification des enjeux sur à la fois la partie logistique, mais aussi météo. Enfin voilà, donc on voit une retranscription pour répondre partiellement à votre question, des investissements réalisés en interne en cas client. Dans votre secteur, c'est intéressant. Je ne veux pas qu'on se quitte sans que vous nous éclairiez, chère Caroline, sur les partenaires sociaux, parce qu'ils sont quand même des interlocuteurs clés sur tous les sujets, et ce sont vos partenaires privilégiés. Ça se passe forcément toujours très bien avec les partenaires sociaux, c'est bien connu. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Parce qu'on a le sentiment, comme beaucoup de Français, que quand on ouvre le capot, parce que c'est normalement l'obligation, ils regardent le moteur, ils savent pas trop comment ça marche. L'IA est pas encore très présent au sein du dialogue social. Chaque année, le Syndex et l'IFOP font un baromètre sur l'état du dialogue social, et le baromètre 2025 montre que seulement 1/3 des élus et dirigeants ont déclaré que l'utilisation de l'IA a fait l'objet d'une consultation préalable auprès des représentants du personnel dans leur entreprise. Ça reste quand même un gros sujet, puisqu'on évoquait tout à l'heure la transparence. Elle passe aussi par, lorsque vous êtes en CSE, d'évoquer comment ça se passe, ça. Est-ce que vous posez sur la table, c'est parfois des sujets très stratégiques, est-ce que vous posez sur la table aux partenaires sociaux l'idée que vous allez avoir un use case, ou est-ce que c'est des sujets que vous gardez pour vous ? Et qu'est-ce que dit la loi ? Parce qu'il y a un vrai sujet sur cette question. Alors, c'est pas comme si on avait totalement le choix sur le sujet, vous vous en doutez. La loi est très claire. À partir du moment où on introduit une nouvelle technologie, ça fait partie d'un processus de consultation avec les instances. Dans notre cas précis, on est justement en plein dans une consultation, puisqu'on a souhaité commencer avec de la gouvernance, justement pour poser le cadre, expliquer la manière dont on souhaitait l'utiliser. Et donc, on est en consultation sur ce sujet. Avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux pour fixer le cadre. Après, je vous rejoins, c'est les partenaires sociaux, en tout cas dans l'expérience concrète que j'en ai, sont très intéressés et très concernés par l'impact direct sur les emplois, qui est peut-être aujourd'hui le sujet sur lequel on a le moins de retours. Enfin, en tout cas, de retour d'expérience et de capacité à vraiment prévoir ou affiner directement les impacts que ça pourrait avoir sur l'emploi. Donc, c'est un dialogue en construction. Donc là, vous êtes en construction, en discussion avec eux. Au moment précis où je vous parle, oui, sur de la gouvernance et la manière dont on met en place les choses au sein d'Inetum. Sans rentrer trop profondément, mais faisons-le, est-ce que ces partenaires sociaux sont suffisamment formés? Est-ce qu'ils sont passés par Maria Schools ou d'autres belles institutions pour justement être capables aussi d'être un interlocuteur cohérent sur ces sujets? Parce que il faut pouvoir répondre à ces sujets. Objectivement, au bout de 2 minutes, quand on n'est pas expert, on est perdu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en fait du sujet de l'IA, tellement il est vaste. Ça chamboule complètement l'entreprise en profondeur et on est un peu tous égaux devant l'IA au final. Et donc il n'y a pas, je pense, d'un côté des décideurs, des sachants qui vont. On est tous en mode test and learn et on apprend tous en marchant. Je crois sur ce sujet, c'est une des révolutions granulaires comme on en a rarement connu, je dirais depuis l'électricité peut-être. Donc c'est vraiment un chamboulement et en fait on est un peu tous dans le même panier et tous dans c'est une aventure collective et qui dit aventure collective dit redessiner un peu des cadres de travail, de gouvernance, des nouvelles relations et peut-être un nouveau dialogue qui soit social ou économique. Il faut réinventer un petit peu l'entreprise avec l'IA. Même chose de votre côté école, parce que les gens viennent se former, mais tous les 6 mois on nous dit que la technologie elle change. Donc, vous allez vous prendre la tête avec les encadrants et vos experts, parce qu'à chaque fois il faut coller évidemment aux nouvelles tech. Enfin, j'imagine. Ouais, c'est un enjeu énorme. Les entreprises, aujourd'hui, le schéma qui se répète sans cesse, c'est on déploie des outils, on les met à disposition des collaborateurs, on forme, sans passer par cette étape préalable qui est mais comment notre métier est recomposé, qui est dans laquelle il faut impliquer les partenaires 6 mois plus tard, sociaux. c'est obsolète. Et 6 mois plus tard, parce qu'il y a une nouvelle rupture technologique, une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, on doit tout recommencer.
Et donc, il y a un enjeu d'apprendre à apprendre. Et c'est là où les départements formation, les directions learning and development des entreprises sont clés, plus stratégiques que jamais, je pense. Parce qu'elles devront mettre en place des infrastructures d'apprentissage où les collaborateurs, tous les 6 mois, tous les ans, vont pouvoir se mettre à jour. Merci Christophe Concessao, directeur pédagogique Maria School. Merci à vous, cher Marie-Claude Chazot, DRH d'Inetum, 8000 salariés, une ESN qui se déploie partout en France. Merci à vous, Étienne Lecoeur, les enthousiastes, qui nous donnent envie, évidemment, de s'intéresser, de se pencher sur tous ces sujets et vos études à découvrir sur le site de Les Enthousiastes et sur KPMG, me semble-t-il. Les deux. Suivez-nous sur LinkedIn. Et merci à Caroline de Senneville qui m'accompagne dans chacune de mes émissions. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Merci à Nicolas Juchat. Merci à Pierre Loup à la réalisation et merci à notre ami ingénieur du son. Je vous dis à bientôt. Bye bye.